L'Institut Montaigne a fait les scénarios si la Russie se hasardait à attaquer l'OTAN. 3 scénarios, note de l'Institut Montaigne, qui détaillent les raisons qui pousseraient le Kremlin à attaquer l'Europe dans 3 ou 4 ans. C'est pas complètement farfelu. On rappelle que le chef d'état-major des armées en France a parlé de cette possibilité-là. Alors, vrai ou faux, survendu ou pas, quel est votre avis d'ailleurs là-dessus ? Moi, je pense qu'il existe une possibilité. C'est peu probable, mais il faut l'envisager. Moi, je dis, la meilleure manière de faire la paix, c'est de préparer la guerre, hein, comme on disait à la grande époque. Et lorsque le chef d'état-major des armées dit cela, lorsqu'il dit on doit être prêt à la guerre dans 4 ans, ce n'est pas un discours de guerre, c'est un discours de paix. C'est qu'il essaye de faire comprendre aux citoyens qu'on est revenu dans cette logique, la logique qui était celle de juste à la Seconde Guerre mondiale. Si nous voulons la paix, nous devons être prêts à la guerre. Avouez que c'est un discours étrange. On devrait être prêt déjà maintenant. Normalement, c'est la base de la base d'un pays d'être prêt à la guerre tout de suite. Les Ukrainiens, actuellement, se battent très bien pour nous. Alors, il faut simplement qu'ils continuent à pouvoir durer un petit peu le temps que nous arrivions à remonter en puissance, parce que, comme le soulignait à l'instant M. l'ambassadeur, ça va coûter de l'argent et on n'en a plus beaucoup. Donc, il va bien falloir qu'on fasse des choix un jour. Donc, c'est ça. Mais surtout, attendez, excusez-moi, la Russie est passée en économie de guerre. C'est quand même un signe de faiblesse. On n'a jamais entendu pendant la guerre froide, jamais M. Kohl ou Mme Thatcher ou M. Mitterrand dire on n'est pas prêt maintenant, mais dans 3 ans, il faudra vraiment qu'on soit prêt. Hein. Oui, mais parce qu'on a quand même été un petit peu échaudés par le fait qu'on croyait qu'on était parti dans un cycle de paix et qu'il y a un pays quand même qui est un des principaux pays du monde, puisqu'il détient le veto au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui décide de s'affranchir de la charte et qui attaque son voisin pour l'empêcher de devenir une démocratie. Donc c'est quand même une rupture qu'on n'avait pas vécue, mais à laquelle on pensait. C'est que dans ceux qui ont vécu comme moi la guerre froide, on redoutait de ça. Ouais. Par contre, ce qui est très important, c'est que la Russie aujourd'hui est en économie de guerre et que, supposons que la guerre s'arrête en Ukraine, la Russie aujourd'hui ne sait plus faire autre chose que des armes. Par conséquent, il va bien falloir, pour que le régime reste en place, trouver un exutoire à cet excédent d'armes et cette mobilisation. Et là, la tentation sera extrêmement forte de reconquérir le terrain perdu, c'est-à-dire les États baltes, c'est-à-dire peut-être la Moldavie, c'est-à-dire peut-être la Finlande. Et c'est pour ça que nos camarades qui sont sur la ligne de front à l'Est aimeraient bien que dans 3 ans, on soit prêt à se battre avec des moyens européens au cas où l'Amérique ferait défaut. On ne pouvait pas prévoir que les Américains nous lâcheraient. Oui, parce que c'est cela la réalité. Nous avions confié notre sécurité aux Américains. C'était, il faut bien dire, ça ne coûtait pas cher et c'était assez sûr. D'un seul coup, le garde-chasse américain nous quitte et rejoint même les brigands. Donc c'est quand même une surprise que l'on n'avait pas. À sa décharge, il a mieux à faire de l'autre côté. Voilà, pour lui c'est beaucoup plus important de s'occuper de la Chine. Vous avez tout à fait raison. Mais vous faites allusion les scénarios, prenons-les. Scénario numéro 1, alors, mise en œuvre de l'article 5. Le scénario, c'est que la Russie tente un coup contre un ou des pays baltes. Mise en œuvre d'article 5 de l'OTAN. Scénario 1, donc première hypothèse, la Russie s'arrête, l'OTAN est renforcée mais ébranlée. Scénario 2, la Russie répond et alors on entre dans une guerre générale. Alors, moi je pense, d'abord, les États-Unis refusent d'activer l'article 5. Le scénario 1, on met en œuvre l'article 5. Oui, supposons que les Russes saisissent une ville à la frontière de l'Estonie. Nos amis estoniens se précipitent à l'OTAN et nous disent « venez à mon secours ». Alors, venez à mon secours, oui. C'est aux militaires de nous le dire. C'est pas facile, venir au secours de l'Estonie, vu la géographie. Là-bas au fond, de la Baltique. Ce sont des petits pays qui n'ont pas de profondeur stratégique, 1 800 000 habitants. Et nous, il faudra qu'on projette des forces. Ça ne sera pas facile. Et donc, on s'y entraîne, On s'y entraîne. On vient d'envoyer une brigade complète en Roumanie. Et ça a été fait correctement. Mais on a envoyé une brigade. En face, il y aura plusieurs divisions. Et pour l'Estonie, c'est ce qu'on appelle le détonateur. Parce qu'on a des soldats en Estonie, une compagnie ou 2 compagnies, je pense. Et donc, si les Russes attaquent l'Estonie, ça veut dire qu'ils tuent des soldats français. Pas seulement français, il y a aussi des Espagnols. Il y a un système de rotation. Tous les pays de l'OTAN y passent.
Voilà, tout l'OTAN y passe, ce qui est une manière, c'est une petite manière de dire aux Sauf les Russes, Américains. faites attention, vous risquez de tuer des... En l'état, personne ne sait de quoi l'avenir est fait, mais est-ce qu'il y aura une hésitation des Occidentaux? Est-ce qu'un certain nombre de pays se diront entrer en guerre contre la Russie pour défendre l'Estonie? Pas sûr. C'est évident, moi je suis convaincu que l'article 5 ne sera pas activé. Ah, je suis vraiment désolé. Moi, ils saisissent la ville de Narva, ou à la frontière estonienne, puis ils s'arrêtent en plus. Ils sont malins, les Russes. Les Estoniens se précipiteront et les États-Unis leur diront non, je ne vais pas défendre l'Estonie. Et est-ce que vous pensez que le citoyen français de la rue, car nous sommes des démocraties, dira on va faire la guerre pour Narva? Je ne suis pas prêt à le parier. Ce que vous dites est terrible, parce qu'on nous a vendu pendant tant de mois l'OTAN, c'est tous pour un, les mousquetaires, blablabla. Et là, vous dites, en fait, c'est pas du tout sûr. C'est pas tous pour un. Oui, c'est tous pour un, mais ça peut aller de la claque dans le dos à vas-y mon gars, voilà, à effectivement la personne qui prend son arme ou qui prend son armée et qui l'envoie au feu. Bon, là, par contre, il y a peut-être, effectivement, en France, sera peut-être une vraie réaction parce que nous avons l'expérience sur le temps long, parce que nous apprenons l'histoire et qu'elle est encore enseignée dans l'enseignement. On saura que ça s'est déjà passé, qu'à ce moment-là, on n'avait pas réagi suffisamment vite à l'occupation de la Rhénanie, la réoccupation de la Rhénanie, et que, le dictateur, il a continué à grignoter jusqu'au moment où on n'a pas su l'arrêter. Mais si on ne réagit pas... Pardon, mais j'imagine, l'ambassadeur d'Estonie nous regarde, qu'il est là, il regarde à Paris, il vous entend, vous, dire non, mais il y a de fortes chances, l'article 51, vous dire, il y a la possibilité, vas-y mon gars, une tape dans le dos, mais pour le reste, bonne chance, c'est pas très rassurant pour eux. Non, j'ai dit qu'on irait. Oui. Ils en sont tout à fait conscients, les malheureux, ils en sont parfaitement conscients. Et si nous ne venons pas au secours de l'Estonie, nous n'appliquons pas l'article 5, ça veut dire que l'article 5 est mort. C'est la mort de l'OTAN. Parce que si vous ne l'appliquez pas une fois, ça voudra dire que tous les autres pays se diront on ne va pas l'appliquer non plus pour moi. Mais pourquoi nous l'appliquerons, cet article? C'est parce qu'en fait... Donc vous n'êtes pas d'accord là-dessus, hein? Oui, non, je ne suis pas d'accord là-dessus, parce qu'en fait, il y a dans le traité de l'Union européenne un autre article qui, lui, dit c'est la force qu'il faut engager. Et donc... Si on n'applique pas, les Américains n'appliquent pas l'article 5, à ce moment-là, l'OTAN est mort. Mais si on n'utilise pas l'article alors je ne sais plus, 42.7, merci beaucoup, 42.7 du traité de l'Union européenne, à ce moment-là, c'est l'Union européenne qui est morte. Et là, on est quand même un peu plus directement concerné. Donc je pense qu'on le fera. Non. Deuxième scénario, les États-Unis refusent d'activer l'article 5. Et alors là, les deux hypothèses, les sous-hypothèses, c'est l'OTAN est en échec, les Pays-Bas sont de fait abandonnés. Oui, c'est ce qu'on vient de dire. Comment ? Et alors ? Moi, je pense que c'est le risque. Hein. Alors, la seconde hypothèse, la coalition de volontaires européens au combat, est sans doute plus crédible. Parce que, autant je vois mal, moi, si j'étais, soyons francs, si j'étais portugais, je dirais, mais pourquoi est-ce que j'irais mourir pour l'Estonie? Alors que là, on peut imaginer très clairement que nos amis suédois, finlandais, polonais se jugeraient, non pas qu'ils adorent les Estoniens, mais que c'est leur sécurité qui est en jeu. Et dans ce cas, je pense que peut-être que la France, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne rejoindraient sans doute cette coalition. Je pense on s'y prépare, on fait les plans. Hein. Voilà. Troisième scénario, assistance des États-Unis, mais limitée, et la guerre repose sur les Européens. C'est le scénario qu'on entend souvent que, sans aller au nucléaire, on pourrait revoir sur le territoire de la vieille Europe une guerre de haute intensité, engageant plusieurs pays. Quand le SEMA parle de la guerre dans 3 ans, où tout le monde s'entend de rester en dessous du seuil nucléaire. C'est quand le SEMA, aujourd'hui, dit il faut qu'on se prépare à un conflit de haute intensité qui surviendra entre 3 et 5 ans, on est typiquement dans ce fil-là. C'est cette hypothèse-là qu'on s'apprête à traiter. On n'y croyait pas, disons les choses. Oui, je sais maintenant, mais il y a quelques années, très longtemps, on pensait que la guerre, c'était une guerre en Europe, ce serait ou la réponse nucléaire, ou rien. On n'imaginait pas une guerre classique revenir comme en 39-45. Nous avons même cru que ça serait la paix pour un long moment, et on l'espérait encore, on l'a espéré jusqu'en gros en 2010, et c'est vraiment l'invasion de l'Ukraine, et non seulement l'invasion de la Crimée, mais bien l'invasion de l'Ukraine qui nous a fait réaliser que c'était pas la bonne option. Je vous rappelle quand même ce qui s'est passé en 2000, donc en 2022, c'est-à-dire les Américains nous répétaient ils vont attaquer. Et nous, les Européens, nous ne pouvions pas le croire.
Et nous avons refusé de le croire. Et moi-même, je le répète, la veille du 24 février, j'étais sur un plateau télévisé, on m'a demandé « Croyez-vous que les Russes vont attaquer ?» Et j'ai répondu « Évidemment non !» Parce que c'était pour nous, Européens, la guerre devenait impensable en Europe. Voilà, elle était... Eh bien, Vladimir Vladimirovitch nous a réveillés. C'est vrai que nous avons été réveillés tardivement, nous aurions dû l'être avant, et notamment au moment de 2014, de la Crimée, du Donbass, ce que les Russes ont fait dans le Donbass, mais nous nous sommes accrochés à notre paradis. Nous avons eu 77 ans, la période la plus heureuse de notre histoire depuis la chute de l'Empire romain. Là, cette armée russe qui s'est aguerrie, alors l'armée ukrainienne est très aguerrie aussi, mais c'est l'armée russe qui visiblement menacerait l'Europe de l'Ouest.